Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans notre journal régional édition de la mi-journée. Nous sommes le samedi 23 janvier, merci de nous être fidèles. Revenons ce midi sur la première plénière de la nouvelle Assemblée régionale qui s'est tenue hier à Basse-Terre. En réalité, deux en une, puisque le nouveau pouvoir régional avait choisi de consacrer une séance extraordinaire au dossier de l'octroi de mer, une promesse faite aux chefs d'entreprise de réviser les augmentations de cette taxe décidée par le précédent pouvoir, celui de Victorin Lurel, en novembre dernier. Le reportage de Karine Gielman. Il fallait le faire, ils sont tous d'accord, c'était nécessaire. Mais ensuite, il y a la manière. La délibération du 19 novembre concernant l'octroi de mer voté sous la présidence de Victorin Lurel a été abrogée sans surprise. Mais le camp Lurel s'est abstenu et reproche la rapidité de l'organisation de cette plénière extraordinaire. Mais le fait qu'il y a eu des erreurs, parce qu'en fait oui, mais non, on l'a reconnu, c'est-à-dire le fait qu'on n'a pas eu toutes les lignes. Donc il y a inévitablement des taux qui ont été appliqués et augmentés sur ce qu'on appelle les produits de première nécessité. Donc ça c'est la première chose, donc on aurait dû l'éviter, mais on n'avait pas toutes les lignes. Et deuxièmement, comme il y a eu des coquilles, il faut malheureusement quand même les modifier. Et si les modifier, on n'a pas besoin de faire une plénière pour modifier 5 ou 10, même si ça devait être 50, par rapport à 12 000, 12 800, 13 000 références. Donc si vous voulez, c'est un peu ça mon problème, c'est dire que ben voilà... on a fait beaucoup de tapage. En fait, on peut se dire que la montagne a accouché d'une souris. C'est une tempête dans un verre d'eau parce qu'on a fait beaucoup de tapage. Et l'équipe d'Arichalus entend bien rectifier les erreurs sur l'octroi de mer du précédent mandat. Je pense qu'il faut lancer un véritable chantier. Malheureusement, ce travail n'a pas été fait par l'ancienne majorité. Donc le président Chalus a très clairement annoncé, au travers de l'abrogation, qu'il mettait un frein à une délibération qui pouvait avoir des conséquences très graves pour l'économie de la Guadeloupe. Et nous allons travailler avec le monde économique pour trouver une juste articulation pour que l'octroi de mer soit à la fois un outil qui protège la production locale, mais il ne faut pas faire de l'octroi de mer un outil qui viendrait greffer le budget des ménages. De leur côté, les entreprises sont plutôt satisfaites d'être associées à la réflexion. On est déjà satisfaite de comprendre que nous avons pris véritablement aujourd'hui à bras-le-corps le problème de l'octroi de mer. Donc figer la situation aujourd'hui, c'est intéressant parce que ça nous permettra de réviser l'ensemble du processus et véritablement s'appuyer là où ça ne va pas. C'était une plénière importante pour les producteurs industriels qui ont des attentes très légitimes au sujet des tarifs octroi de mer, dans la mesure où les listes qui avaient été prises ne correspondaient pas au travail qui avait été fait de leur côté et qui avait été transmis à la collectivité. Donc il y avait une urgence qui consistait à abroger cette grille tarifaire et à mettre en place une logique de travail pour en adopter une nouvelle. Donc c'était vraiment notre attente et je pense qu'on a atteint ce résultat. Le président du conseil régional de la Guadeloupe a annoncé l'organisation de 2 grandes conférences pour expliquer ce qu'est l'octroi de mer, l'une à Basse-Terre et l'autre en Grande-Terre. Et cette séance extraordinaire a été suivie immédiatement par une plénière là ordinaire. Il s'agissait tout simplement de désigner essentiellement les présidents des différentes commissions de l'Assemblée régionale et leurs représentants au sein d'organismes extérieurs. Alors, il n'y a pas vraiment de surprise. Guy Losbar, par exemple, occupera la présidence des finances, Olivier Servat au développement économique, Marilus Panchard pour la coopération, Jean-Marie Hubert à l'agriculture-pêche, Georges Brédan à la culture, Sonia Taillepière au tourisme, Dominique Théophile au sport, on s'y attendait également, ou encore Magui Céligny à l'énergie. Je vous rappelle que l'Assemblée régionale, le Conseil régional est constitué de 15 commissions et on notera que 9 femmes occupent des présidences. Signature également hier à de la convention Cannes plutôt entre le préfet et les organisations interprofessionnelles de la filière. Cette convention fixe les conditions des aides de l'État pour la prochaine saison et fixe notamment les prix de la tonne de canne. Après les contestations et surtout les manifestations de la semaine, eh bien finalement tout le monde a signé cette convention hier. Grève générale, cette fois prévue lundi dans l'éducation nationale à l'appel d'une intersyndicale constituée de 6 organisations enseignantes et des 2 fédérations
de parents d'élèves. Cette grève a été confirmée hier. Un mouvement contre les suppressions de postes annoncées par le ministère pour l'année 2016-2017. L'un des principaux syndicats à l'origine de cette grève, la FSU, a tenu durant 2 jours son congrès, un congrès au cours duquel Eddy Ségur a été reconduit pour un 2e mandat à la tête du syndicat. Le secrétaire général a notamment présenté à l'issue de ce congrès les principales revendications de son syndicat. Il est interrogé par Max Cyril. Et puis surtout, nous nous sommes posé les questions sur comment lutter contre le décrochage scolaire, comment lutter pour que les jeunes soient le moins en difficulté possible. Et puis nous avons élaboré un certain nombre de demandes, notamment fortes en matière d'éducation prioritaire et en matière donc d'amélioration du bâti scolaire, des infrastructures sportives. Donc c'est sur tous ces sujets que nous avons débattu pendant les 2 jours. Et je vous rappelle que c'est une grève reconductible qui est prévue à partir de lundi. L'EFS, l'établissement français du sang en Guadeloupe, ne désarme décidément pas. Une nouvelle campagne de collecte a été lancée. Les Guadeloupéens sont toujours peu portés sur le don du sang. Pourtant, l'EFS réitère ce message sur un besoin constant de sang en Guadeloupe pour faire face à une demande qui découle évidemment en particulier des graves accidents qui se déroulent sur nos routes. Depuis ce matin, le fameux camion itinérant est à Pointe-à-Pitre. Max Cyril. Le besoin de sang se fait toujours sentir en Guadeloupe et exceptionnellement, le site de l'établissement français du sang est ouvert aujourd'hui et après les fêtes de fin d'année, les réserves se sont épuisées. En Guadeloupe, on a des besoins importants puisque on n'atteint pas ce qu'on appelle l'autosuffisance, donc on ne recueille pas suffisamment de poches par rapport aux besoins de sang des malades. Et on a particulièrement besoin de sang en Guadeloupe à cause des accidentés de la route et surtout des drépanocytaires, donc des gens atteints de la drépanocytose qui sont transfusés très régulièrement. Comme j'ai un sang important, donc je profite de ça simplement. Il n'y a pas de raison particulière, on va dire. Donc c'est vrai qu'on sait que la semaine gras, on a très peu de donneurs, donc on essaye les semaines qui précèdent d'avoir le plus de donneurs possible pour compenser un peu cette semaine festive où les gens sont trop occupés à venir donner. Les motards se sont mobilisés aujourd'hui car, bien évidemment, ils sont très concernés et sensibles à cette cause par solidarité, mais ils savent aussi que leur passion comporte des risques. Je pense que c'est très important de donner son sang, donc pour plusieurs raisons. D'accord, sauver une vie, c'est très important. Donc en tant que motard, donc demain, on peut se trouver dans le cas, donc on a besoin du sang, donc voilà. Ça peut servir à tout le monde, ça peut sauver des vies, c'est gratuit. Et puis ici on est tous des motards, la solidarité motarde c'est pas un mythe. Je pense que ça peut aider, sauver une vie ou aider quelqu'un qui est en détresse. Je pense aussi que peut-être un jour j'en aurai besoin, donc j'aimerais que d'autres donnent leur sang dans ce but également. Les personnes de 18 à 70 ans peuvent donner leur sang. Il suffit de se rendre sur un lieu de collecte ou à l'établissement français du sang qui se trouve à côté du CHU. Et mardi prochain, de 14h à 18h, le camion de collecte sera sur la place du marché de Saint-François. Pointe-à-Pitre fait actuellement ses journées du patrimoine en dehors des traditionnelles journées nationales qui ont lieu, comme vous le savez, en septembre. Mais c'est une décision qui remonte en fait à Henri Bangou, l'ancien maire, qui avait ainsi décidé de placer cette journée en dehors de la période cyclonique. Le thème principal cette année est l'urbanisation et Pointe-à-Pitre en lui-même est une illustration historique entre les grandes rénovations des années 60 et celles qui se déroulent aujourd'hui. Le quartier de l'assainissement, dont le nom justement se réfère à l'opération qu'il a fait naître, fait partie pour l'occasion de ces sites qui sont visités à Pointe-à-Pitre. Le reportage de Muriel Barlagne. Jean-François Robillard est le guide conférencier agréé Ville d'Art et d'Histoire qui anime cette visite. Une découverte de l'histoire du réaménagement du quartier de l'assainissement à Pointe-à-Pitre. Une histoire qui commence réellement après le cyclone de 1928, avec la loi de 1931, quand des crédits sont alloués. C'est le moment de décaser les migrants venus des campagnes vivant dans de mauvaises conditions d'hygiène. Ils sont déplacés à Loricisque. On peut alors combler ce qui était un marécage pour commencer à construire non pas des logements sociaux,
mais un nouvel habitat bourgeois. La lecture architecturale et urbanistique de cet espace est un petit peu complexe. Nous allons essayer de déchiffrer, de mettre en valeur tous ces patrimoines qui est finalement une lutte des décideurs guadeloupéens, les politiques, les architectes, les urbanistes, pour faire sortir des faubourgs de Pointe-à-Pitre une ville qui soit hygiéniste et qui soit socialement agréable à vivre. C'est tout le défi du XXe siècle et nous allons, en levant la tête, en marchant beaucoup, essayer de montrer ce défi qu'ont relevé nos parents pour nous donner un espace agréable à vivre. La promenade chronologique a fait la lumière sur l'apport de Gérard Michel Corbin. L'architecte a travaillé à la construction de cette ville nouvelle. Il marque le début d'une rupture architecturale. C'est ainsi qu'arrive le style art déco dans la ville, avec ses codes. Nous sommes dans les années 40. 20 ans plus tard, avec l'arrivée d'Henri Bangou, une nouvelle école s'impose, celle de Le Corbusier et des principes de la charte d'Athènes pour des espaces plus fonctionnels. Ces styles qui cohabitent expliquent la diversité des types d'édifices présents dans le quartier de l'assainissement, une véritable découverte pour les visiteurs. Je suis guadeloupéen, j'ai 28 ans. J'ai fait ma scolarité dans les environs, mais je ne connaissais pas grand-chose de l'histoire de Pointe-à-Pitre, malheureusement. Et étant dans le tourisme, je pense Pointe-à-Pitre est un élément clé. La vieille ville, la vieille dame, on voit son évolution. La beauté de certains bâtiments architecturaux que l'on ne perçoit pas quand on passe en voiture et qui est cachée par beaucoup de fils électriques et d'autres bâtiments et enseignes commerciales. C'est des bâtiments cachés qu'on peut redécouvrir avec le guide conférencier. La ville de Pointe-à-Pitre programme ce type de visite chaque mois. Celle-ci était traduite en langue des signes française. Interminable crise politique en Haïti et un deuxième tour de l'élection présidentielle une nouvelle fois annulé. Un deuxième tour qui devait se tenir ce dimanche et ce n'est qu'hier que l'annonce de son annulation a été faite par le Conseil électoral provisoire prétextant la violence qui règne actuellement dans le pays. Pourtant, le président Martelly, le président sortant, avait confirmé la tenue de ce deuxième tour quelques jours auparavant. Un premier tour s'était déroulé, je vous le rappelle, cela fait maintenant 3 mois. De nouvelles manifestations se sont déroulées hier, notamment à Port-au-Prince, et cette fois la foule demande le départ tout simplement de Michel Martelly. Le reste de l'actualité maintenant dans notre grande région de la Caraïbe. Brésil, la modification génétique du moustique. Les Jeux Olympiques approchant, le Brésil envisage toutes les solutions afin d'endiguer la menace du virus Zika. Dernière expérience en date, des moustiques génétiquement modifiés. Travaillant de concert avec la société britannique Oxitec, le Brésil a décidé de se tourner vers une réponse biologique. Élevés en laboratoire, les moustiques Aedes aegypti sont modifiés avant d'être relâchés dans la nature. Leurs progénitures ne sont pas viables, elles meurent avant de pouvoir à leur tour transmettre le virus. Deuxième proposition pour les scientifiques, injecter dans l'organisme des moustiques la bactérie Wolbachia. Les effets se font alors ressentir directement dans la population infectée avec une forte réduction de son espérance de vie. Une solution qui présente l'avantage de ne pas maintenir dans la nature une population de moustiques modifiés. La modification génétique des moustiques aurait d'ores et déjà montré des résultats convaincants. Des essais ont notamment été réalisés dans les îles Caïmans, au Panama, en Malaisie, réduisant substantiellement la population de moustiques infectés. Caraïbes, lancement du concours Bloomberg. La fondation Bloomberg Philanthropies a annoncé l'ouverture de son concours à la Caraïbe et à l'Amérique latine. Ce concours appelle les villes à soumettre des idées innovantes pour résoudre des problèmes majeurs et améliorer la vie urbaine et le cadre de vie. Idées qui pourront être par la suite diffusées auprès d'autres villes. C'est la première fois qu'un tel concours est lancé dans la Caraïbe après son succès aux États-Unis et en Europe. Pour le fondateur et milliardaire Michael Bloomberg, élargir ce défi aux maires de l'Amérique latine et des Caraïbes offre de nouvelles possibilités de progrès sur un large éventail de questions qui touchent la vie des citoyens du monde entier. Ce concours est ouvert aux villes de plus de 100 000 habitants. La ville qui remportera le premier prix se verra attribuer un chèque de 5 millions de dollars. Les 3 autres villes finalistes toucheront chacune $1 million.
À Haïti, la Royal Caribbean s'en va. Il y a quelques jours, nous vous faisions état dans notre édition Caraïbes de vives protestations en Haïti concernant la desserte de l'Abadi opérée par la Royal Caribbean. Cette semaine, la compagnie américaine a annulé sa visite prévue au port de croisière haïtien en citant des manifestations politiques dans la région. La compagnie de croisière a diffusé une vidéo sur Facebook qui montre le Freedom of the Seas ne pouvant accoster au bord de l'Abadi à cause d'une dizaine de petites embarcations comptant chacune 15 à 20 manifestants se dirigeant vers le navire. Le capitaine a décidé de ne pas faire escale dans l'île pour la protection de ses passagers et de faire cap vers la Jamaïque. La Royal Caribbean informe être en communication étroite avec les autorités haïtiennes et ne prendra aucun risque pour ses prochaines escales en Haïti. La Royal Caribbean dessert le port de l'Abadi depuis 1986. Retour chez nous avec notre page des sports, avec le futsal guadeloupéen qui a sans doute connu hier sa première heure de gloire. La sélection de Guadeloupe, nouvellement constituée, car le futsal est une discipline qui se développe à peine chez nous, eh bien cette sélection qui dispute actuellement un tournoi international à La Havane pour sa première rencontre, la première rencontre de l'histoire d'ailleurs, a défait tout simplement la Jamaïque 9-3 Cocorico pour les Guadeloupéens. Prochaine rencontre face à l'hôte Cuba. On dispute chez nous ce week-end le premier tour de la Coupe de Guadeloupe. 2 rencontres ont été disputées hier. L'USCB a défait le CSB, le club sportif bouillantais, 4-0. Les joueurs de l'UNAR, eux, sont allés battre la Solidarité scolaire pensionnaire, pourtant de la division d'honneur, 2-0. L'UNAR évolue en promotion d'honneur, je vous le rappelle. Cet après-midi, il y a de nombreuses rencontres au programme. Sirocco Éclair à Mornalo, Arsenal CSC à Petit-Bourg, AJ Sainte-Roise contre l'US Cambrefort à Terre-de-Haut, Gauloise Phare du Canal à Rivière-Pilote, JTR Ange à Gourbert, Juventus Rapid Club à Saint-François et enfin Cactus Racing Club de Basse-Terre au Gosier. C'est à l'occasion de la Coupe de Guadeloupe que l'on se rappelle des noms qui ont parfois dominé l'histoire du football guadeloupéen, mais il y a bien longtemps, comme le Racing Club de Basse-Terre, qui n'est plus dans l'élite aujourd'hui. Et puis ce soir, la principale rencontre, mettra aux prises le CSM et l'Étoile de Mornalo, une rencontre qui sera disputée à Petit Canal, peut-être une revanche de la dernière confrontation entre les deux clubs lors du championnat. Cet après-midi, au programme également le fameux Tri-Series, un triathlon en 3 étapes. L'épreuve commencera à la piscine intercommunale de Bainbridge. Je vous rappelle le principe du Tri-Series. Ce n'est pas vraiment un triathlon, c'est 3 épreuves différentes, triathlon, duathlon et aquathlon. Et puis cet après-midi également, finale du tournoi féminin ITF qui opposera la Française Théo Gavouille à une Tchèque, Marie Bouskova. C'est cet après-midi à 16h30. Hier, ce tournoi, en marge du tournoi, était organisé une journée de formation des petits ramasseurs de balles. Le reportage d'Anne-Elisabeth Arsène. Être ramasseur de balles ne s'improvise pas, ça s'apprend. Une formation complète de 5 jours est donc nécessaire pour maîtriser les différents mouvements. En principe, il y a d'abord des tests physiques pour savoir si les enfants sont capables de tenir le coup pendant tout un match, voire 2 matchs, voire 3 matchs selon le tournoi. On commence par la formation proprement dite de ramassage de balles. C'est-à-dire, ça commence par comment entrer, comment sortir du terrain. Ensuite, leur position, les différentes positions, comment donner les balles aux joueurs, comment se passer les balles entre eux, c'est-à-dire les rouler. Il faut pratiquer et lors de tournois régionaux comme ça, ou bien même ITF, on profite de ça pour justement voir quels sont le niveau des enfants, faire des petites corrections pour qu'ils soient meilleurs. Cette activité incontournable durant un match de tennis est une expérience enrichissante pour ces tennismen en herbe comme Ilan qui débute en tant que ramasseur de balles. Déjà parce qu'on peut voir les joueurs de très près. J'ai rencontré des joueurs qui sont bien classés, j'ai rencontré des gens, je me suis fait plein d'amis et après
c'est vraiment super comme expérience. Ben moi j'ai commencé un peu après elle et j'ai appris ça par quelques amis. Et je trouve aussi que c'est vraiment super et ça m'a fait apprendre beaucoup de choses et fait connaître plusieurs personnes. Et donc faut le faire quand même, c'est bien. Chrissy et Médric ont même officié à Roland-Garros. En tout cas, cette expérience, c'était génial de voir des joueurs tout près, de voir jouer sur le même terrain, c'était génial. Moi, ça m'a apporté beaucoup de choses. J'ai eu l'expérience d'accompagner en finale Djokovic sur le terrain. J'étais super contente. J'ai eu l'occasion de ramasser sur la Philippe Chatrier, c'était super. Voilà. Approcher Serena Williams, tout ça, tous les professionnels, c'était génial. Chargé essentiellement de récupérer les balles sur le court durant la partie, un ramasseur de balles s'occupe aussi du joueur. En lui apportant sa serviette, il s'occupe aussi de changer les balles. Une fonction qui demande attention et sérieux, mais qui attire de nombreux licenciés. Et je vous rappelle que ce tournoi ITF se déroule à Petit-Bourg et que la finale, je l'ai dit, opposera cet après-midi la Française Théo Gravouille à la Tchèque Marie Bouskova, pour ne pas écorcher leur patronyme. Le temps qu'il fera cet après-midi sur notre archipel, bien du soleil et du beau temps tout simplement. Seules quelques petites averses sur les régions de Dé, Pointe-Noire et de Trois-Rivières. Les températures seront comprises entre 26 et 29 degrés. Dans un instant, Minute Sport concocté par Éric Pommier, l'agenda d'Alizé, le journal de TF1 et notre magazine Reportage. Je vous donne rendez-vous pour notre prochain journal régional à 19h ce soir. Excellente journée sur Alizé.